Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. On est le 7 janvier 2024. Bienvenue à ce bulletin d'information et on débute cette nouvelle édition avec des informations concernant la météo. En effet, ce matin, l'axe d'un front froid au nord de la République dominicaine engendre une masse d'air un peu humide sur le centre des Grandes Antilles. Cette situation sera combinée aux effets locaux pour générer des averses faibles mais aussi modérées sur certains endroits d'Haïti en fin d'après-midi, mais également en soirée. Et le ciel sera nuageux par endroits en journée. Légère sensation de chaleur par endroits durant cette journée également et la température sera plus ou moins agréable en soirée et au cours de la nuit, principalement sur les hauteurs. Et la température maximale est comprise entre 28 à 32 degrés Celsius et la température minimale pour sa part est comprise entre 16 à 20 degrés Celsius. Des averses de pluie d'intensité faible à modérée sont attendues sur le grand sud d'Haïti, le nord et aussi sur l'ouest. Et pour demain, il y a un risque d'avoir certaines activités pluvieuses faibles à modérées sur les départements susmentionnés en fin d'après-midi, mais également en soirée. Enchaînons avec les informations concernant avec la violence des groupes armés en Haïti. L'ONU recense au moins 5601 victimes en 2024. Il faut également dire que 2212 autres ont été blessés et 1494 enlevés. Cette augmentation de plus de 1000 décès par rapport à l'année 2023 aggrave la crise humanitaire selon le haut commissaire des droits de l'homme. En effet, la violence a également provoqué le déplacement de 700 000 personnes, dont la moitié sont des enfants. Cela exacerbe aussi encore davantage la situation déjà très fragile en Haïti parce que les gangs contrôlent désormais environ 80% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ils profitent de la crise politique pour étendre leurs emprises et ces chiffres à eux aussi seuls mettre pour rendre compte de préférence des horreurs absolues perpétrées en Haïti, mais il illustre aussi la violence incessante à laquelle la population haïtienne est soumise, a déclaré Volker Turk, qui est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Toujours concernant cette information, il est clair depuis longtemps que l'impunité pour les violations et abus des droits de l'homme, y compris la comparution, reste répandue en Haïti, consistant aussi l'un des principaux moteurs de la crise multidimensionnelle à laquelle le pays est confronté, ainsi que des inégalités économiques et sociales profondément ancrées, a-t-il ajouté. Il a aussi souligné le déploiement de la mission multinationale de sécurité dirigée par le Kenya pour soutenir la police nationale haïtienne et aussi cette mission, selon lui, reste sous-financée et aussi en sous-effectif, liant aussi son efficacité. Cela freine aussi son impact sur le terrain d'Haïti. Des efforts supplémentaires de la part des autorités américaines avec le soutien de la communauté internationale sont nécessaires pour attaquer ces causes profondes. Ils rétablissent aussi l'état de droit d'être une priorité en Haïti et à cette fin, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti a besoin de soutien logistique et de finances pour mener à bien son mandat, a-t-il soutenu. Le haut-commissaire appelle aussi à un contrôle renforcé de trafic d'armes vers Haïti et aussi à continuer avec le régime des sanctions du Conseil de sécurité. Les hommes qui affluent en Haïti finissent souvent entre les mains des gangs armés avec des conséquences tragiques, des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, mais aussi des infrastructures et des services essentiels tels que les écoles et les hôpitaux perturbés et détruits, a-t-il déclaré. Il a aussi lancé un appel demandant à tous les pays de ne pas renvoyer des Haïtiens de force en Haïti. Je réitère mon appel à tous les États pour qu'ils ne renvoient personne de force en Haïti, conclut Volker Turk. Toujours dans l'actualité, il y a Jean Garadi Estève, qui était le chef de file du gang portant le nom de Bakop Bossal et deux autres alliés ont été tués dans la matinée de ce mardi 7 janvier 2024 au CAI par le commissaire Jean-Ernest Muscadin. Ils ont été descendus aux environs de 5 heures du matin dans la localité appelée Prosper à Ducis, dans le sud d'Haïti. Et mis à part du chef du dit gang, son lieutenant portant le nom de Milor ainsi
aussi connu par le nom de Panarans, a été aussi abattu par le commissaire Jean-Ernest Muscadet, un troisième individu, membre du gang Backup Boussal, dont le nom est Kazir Joseph, mieux connu sous le nom de body de juge de paix, a été également tué à Croix-des-Martyrs. Ils sont tous accusés de viol, de vol et d'assassinat au préjudice des habitants de Ducis, Chantal et Campérin, entre autres, selon le commissaire Jean-Ernest Muscadet, qui a aussi annoncé l'intensification de l'opération visant à démanteler le gang en question. Autre information très importante, Madame, Monsieur, hier mardi 6 janvier 2025 a marqué exactement 2 ans depuis que l'administration Biden-Harris avait lancé le programme humanitaire en 2023 pour répondre au nombre de migrants qui tentent de traverser la frontière mexicaine pour entrer illégalement sur le territoire américain. Eh bien, depuis le lancement de ce programme, plus de 531 000 migrants en provenance de 4 pays bénéficiaires dont Haïti, le Venezuela, le Nicaragua et le Cuba sont déjà arrivés aux États-Unis. Et sur ce chiffre, plus de 211 000 Haïtiens se sont déjà installés chez l'oncle Sam. Et à la fin de ce mois de janvier à février aussi, il y a un premier groupe de ces compatriotes qui seront âgés de 2 ans aux États-Unis. Sans oublier qu'il y a environ 3 mois, l'administration Biden avait déclaré qu'après l'expiration de la période de 2 ans, elle ne renouvellerait pas le statut de ceux qui ont rejoint ce programme. Eh bien, le gouvernement a aussi invité ces migrants à trouver un moyen pour demander d'autres prestations d'immigration qui peuvent les aider à bénéficier d'une couverture légale, tout en rappelant également que le statut de 2 ans de chaque personne n'expirera pas en même temps. Cela dépend de la date à laquelle le bénéficiaire a atterri sur le sol américain. À Petit-Goâve, les clients de la Digicel privée de communication depuis le 25 décembre dernier, les utilisateurs de ce compagnie de télécommunications dans la région de Palme, aussi en particulier de la section communale de Petit-Goâve, sont privés de tout accès à la téléphonie mobile et aussi à l'Internet. Cette panne plongée a laissé de nombreux citoyens dans l'incapacité de communiquer avec leurs proches, en particulier durant la période des fêtes de fin d'année et aussi du Nouvel An. Au moment crucial pour échanger des vœux et aussi de Nouvel An, il faut dire que jusqu'à hier, 6 janvier, le réseau étant totalement hors service, les habitants de cette région ont été contraints de vivre dans l'isolement sans pouvoir passer d'appels téléphoniques ni accéder aussi aux services en ligne. Une situation particulièrement très alarmante alors que beaucoup de personnes qui dépendent de ces canaux pour se tenir informées des situations sécuritaires et aussi des conditions de vie de leurs proches sont laissés sans nouvelles de ceux qui se trouvent dans les zones les plus éloignées par l'insécurité, notamment à Port-au-Prince et aussi dans d'autres villes du pays. Eh bien, face à cette crise, les consommateurs appellent la compagnie Digicel à une action immédiate pour résoudre ce problème technique qui affecte gravement leur quotidien et nombreux sont ceux qui soulignent que la téléphonie mobile n'est pas simplement un moyen de communication, mais aussi un outil vital pour rester connecté, notamment dans un contexte où les déplacements sont limités et l'accès aussi à d'autres formes de communication reste souvent très restreint. Ces habitants de la région des Palmes espèrent que la Digicel prendra les mesures nécessaires pour rétablir rapidement la connexion et aussi éviter que cette situation de crise ne perdure. Cette période aussi où l'accès à l'information et à la communication sont plus cruciaux que jamais, la société de télécommunications se trouve interpellée sur la nécessité d'assurer un service fiable et aussi constant pour ses clients, en particulier dans les zones où les besoins en matière de communication sont les plus pressants. Et à présent, Madame, Monsieur, il est venu le temps de faire un petit tour à l'échelle internationale. Surpris par une mauvaise nouvelle, il y a la France qui s'est réveillée endeuillée ce mardi 7 janvier avec la disparition inattendue de Jean-Marie Le Pen malgré son hospitalisation. C'était en novembre 2024. Le figure historique de l'extrême droite française, né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, s'est éteint à l'âge de 96 ans.
raison, il avait marqué la politique française en fondant le Front National. C'était dans les années 1972. Il a aussi fait ses études de droit avant de s'engager dans l'armée et depuis les années 1950, il fait de la critique de l'immigration le pilier de son action politique, propulsant aussi son parti sur le devant de la scène dans les années 1980 et en 2002. On se le rappelle, il a accédé au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac, un moment marquant de sa carrière. Il a été aussi exclu du FN, c'était dans les années 2015 pour ses propos polémiques. Il reste une figure controversée jusqu'à son retrait de la vie politique dès les années 2019. La disparition du dirigeant politique français a provoqué aussi de vives réactions au milieu de la communauté critiquant sa position à l'égard de l'immigration française. Mauvaise nouvelle également pour la Chine avec un violent tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé tôt ce mardi 7 janvier 2025 le canton de Jingri, situé en hauteur d'altitude dans la région de Himalayan du Tibet, dans le sud-ouest de la République de Chine populaire. Il faut dire que cet incident a déjà causé la mort d'au moins 126 personnes et blessé 188 autres. Selon le bilan précédent, celui-ci faisait état de 95 morts et 130 blessés. Les secousses ont également provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments enregistrés selon les autorités locales, une situation qui a aussi bouleversé la communauté chinoise et aussi beaucoup de réactions de plusieurs instances œuvrées dans le domaine géologique, le cas de l'Institut d'études géologiques américain USGS, qui de son côté a fait état d'un tremblement de terre de magnitude de préférence de 7,1 dans la région qui a été ressentie jusqu'à Katmandou, de la capitale du Népal, causant aussi des dégâts significatifs. Et par ailleurs, il y a la presse locale qui a aussi informé que de multiples répliques ont été également enregistrées et la plus importante étant de magnitude 4,4. Eh bien, des vidéos diffusées par CCTV, médias d'État chinois aussi montrant les habitations de couleur blanche en hauteur d'altitude aux murs entrés et aussi des toits effondrés avec de nombreuses pierres qui jonchent le sol. Bien, ce canton situé à hauteur d'altitude compte environ 62 000 habitants et se situe non loin du versant chinois de l'Iviast. Hier, il y a le Congrès américain qui a enfin certifié la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024 avec la session qui s'est déroulée sans incident majeur sous la présidence de Kamala Harris, vice-présidente sortante des États-Unis. Elle a aussi officiellement certifié la victoire de Donald Trump et a aussi proclamé les résultats électoraux devant les membres du Congrès. Eh bien, dans cette élection, Donald Trump a obtenu 312 votes au collège électoral contre 226 pour Kamala Harris, son adversaire démocrate, eh bien, dont les votes populaires, il a remporté un écart de 1,5 points de pourcent sur sa rivale. Eh bien, cette victoire marque aussi un moment historique pour Donald Trump, devenant le deuxième président à en revenir après un mandat non consécutif. La force de la démocratie américaine repose sur notre volonté de nous battre, a aussi déclaré Kamala Harris hier. Et pour dire aussi, la session de certification s'est déroulée sous haute sécurité pour éviter tout incident similaire à celui de 2021. On se le rappelle bien, malgré les craintes initiales, aucune objection significative ou violence n'a été signalée durant cette procédure. Mais cette réélection aussi suscite des interrogations sur les figures orientation politique des États-Unis sur la scène internationale, parce que la politique étrangère, l'économie et la réglementation des crypto-monnaies figurent parmi les enjeux majeurs du mandat à venir. Il y a le secteur des crypto-monnaies qui notamment anticipe des mesures favorables sous la présidence de Donald Trump. Il est aussi à rappeler que Donald Trump sera investi le 20 janvier prochain en présence des membres de ce congrès, des anciens présidents, et ce second mandat débutera dans un contexte marqué par des défis politiques majeurs, mais aussi par des démêlés judiciaires, parce que
Donald Trump reste sous le coup de plusieurs enquêtes, notamment, on se le rappelle bien, des accusations liées à la gestion des documents confidentiels. Dernière information pour clore ce bulletin d'information, Madame, Monsieur, il y a la rupture des relations diplomatiques entre le Venezuela et le Paraguay. Eh bien, pour son soutien à l'opposant portant le nom de González Urrutia, qui a revendiqué la victoire de la présidence à celui-ci. Cette décision intervient à quelques jours seulement de l'investiture de Nicolas Maduro pour un 3e mandat. Et face à cette annonce, le gouvernement paraguayen exige à tous ses personnels diplomates de quitter rapidement le Venezuela. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. C'est la fin. Au revoir. Déjà, excellente fête de journée et bon mois, mais également bonne année tout le monde.